Bonjour à tous, dans ce second vidéo, nous allons nous familiariser avec certaines manipulations un peu plus avancées du logiciel FANUC de la compagnie RoboGuide. Donc premièrement, à la fin du dernier vidéo, nous n'avons pas précisé comment sauver notre cellule robotique ainsi que tous les objets qui s'y trouvent et encore plus important, comment sauvegarder cette cellule robotique en s'assurant d'y inclure le programme sur lequel nous avons travaillé. Donc, pour sauvegarder une cellule robotique, il y a trois manières possibles. Donc, la première et la plus simple, la plus intuitive, pardon, consiste tout simplement à appuyer Save Cell ou faire Save Cell, ce qui sauve la cellule robotique et tous les objets s'y trouvant. Par contre, cette procédure ne sauve pas du tout le programme sur lequel vous avez travaillé à l'intérieur du Pendle. Pour conserver ce programme-là, afin de pouvoir, lors de la prochaine ouverture de votre cellule, continuer là où vous étiez arrêté, la procédure est relativement très simple. Vous vous souvenez sûrement, lors de la dernière présentation, nous avons vu que dans le menu Select de notre contrôleur, tous les programmes qui s'y trouvaient représentaient les programmes que nous voyons ici dans notre arborescence de programmes. Donc le programme présentement actif, le programme Testa, se retrouve juste ici. Si je veux sauvegarder ce programme afin qu'il reste disponible dans mon Pendle à la prochaine ouverture de ma cellule, je dois procéder de la manière suivante. Appuyer sur le bouton droit, appuyer sur Save, et ici, on me propose de sauver mon programme sous deux formats. Donc, le format .tp pour Teach Pendle Programming Binary File ou le format TPP Listing pour Teach Pendle Programming Listing File. Donc, si nous choisissons d'y aller en mode listing, et que nous enregistrons notre projet, voici à quoi ce projet sous la forme listing peut ressembler. Donc, je vais aller l'ouvrir. Donnez-moi quelques secondes. Donc, poste de travail, document, c'est Document and Setting, voilà, bureau, et TP, et mon LS, voici mon LS. Donc, nous allons l'ouvrir avec bloc-notes, et voici à quoi un programme sauvé en .ls ressemble. Donc, c'est un fichier qui contient plusieurs informations système, comme par exemple la date à laquelle votre programme a été créé, le dernier moment auquel il a été modifié. Il contient évidemment le listing, donc la suite d'instructions ou de commandes de position que vous aviez programmées à l'intérieur de votre Pendle, et il se termine par de l'information au sujet des différents paramètres qui représentent chacune des positions auxquelles les instructions que vous avez écrites plus haut font référence. Donc, par exemple, la position P1 qui est ici, que je peux voir dans ma cellule, on va trouver l'angle, juste ici, qui était ma position de repos, si on veut. Parfait. Donc, cette position, on peut le voir ici. C'est un déplacement de 1420 mm en X, 903 en Y, 1433 en Z. On a une rotation de moins 95 autour de X, de moins 90 autour de Y et de 0 autour de
Z. Donc, c'est un type de fichier très important qui nous donne des informations très intéressantes sur notre programme. Ça nous permet d'ailleurs de l'imprimer, de le distribuer, de l'insérer dans un cahier de charge ou tout simplement de l'imprimer pour pouvoir discuter avec des collègues ou des confrères de travail. Si on regarde le deuxième type d'extension sous lequel je peux sauver un projet en TPP, je me rends compte que ce n'est pas un format très lisible pour l'être humain. Donc, on va fermer ceci et on va retourner sur notre bureau et cette fois-ci ouvrir notre programme, mais en .tp. Donc, c'est un fichier binaire, donc ce n'est évidemment pas destiné à une lecture par un être humain. Bref, si vous voulez sauvegarder votre programme pour qu'il reste disponible à l'intérieur de votre Pendo dans la cellule robotique, il faut le sauver en .tp. Si vous voulez le sauvegarder pour pouvoir l'imprimer, il faut le sauvegarder en .ls. Et voilà. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs nouvelles instructions. L'instruction jump, l'instruction label, les digital input et les digital output, et nous allons voir comment, avec l'instruction if, nous pouvons créer des structures de décision. Donc, commençons tout d'abord par les digital input et output. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer un nouveau programme. Donc, je vais appuyer sur Select pour sortir du programme actuel et sur Create pour en créer un nouveau. Donc, je vais y aller un peu rapidement parce que cette procédure, vous la connaissez déjà due au premier vidéo. Donc, je vais appeler notre premier projet, on va l'appeler Open on y va. Donc, Open H. Open H pour Open Hand. Donc, c'est une sous-routine qui va nous permettre d'ouvrir la pince du robot, en fait. Donc, je vais appuyer sur Enter. Enter encore une fois. Donc, voici mon programme. On va y rajouter quelques lignes. Donc, avec l'option 1, disons une dizaine de lignes. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce programme, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, avant de commencer à coder, voici le nouveau concept. Donc, notre robot qui reçoit ses commandes du contrôleur de robot, qui lui les reçoit à partir des programmes que nous lui fournissons sous deux formes, soit en TPP, le langage appris dans le premier cours de robot, ou en Carel, le langage appris dans le deuxième cours de robot. Donc, ce contrôleur, à l'interne, possède des cartes d'entrée et des cartes de sortie très similaires aux cartes d'entrée et de sortie qu'on peut retrouver sur un automate programmable. Donc, ces fameuses entrées sont nommées des DI pour Digital Input et ces fameuses entrées sont nommées des DO pour Digital Output. En fait, il existe aussi des entrées analogiques et des sorties analogiques que nous utiliserons plus tard dans notre cours. Donc, comment puis-je avoir accès à ces entrées et à ces sorties? En fait, dans RoboGuide, elles ne sont pas vraiment là. Elles sont plutôt là en mode de simulation. Donc, ce qu'il faut faire pour être capable de les simuler et de les utiliser, c'est évidemment, avec un Pendo ouvert, d'aller dans la section I/O. Une fois qu'on clique sur I/O pour Input Output, nous sommes présentés avec un menu comme celui-ci. En fait, ce à quoi vous devriez plutôt être présenté est le menu suivant, dans lequel on peut aller choisir l'option 2
pour des inputs ou outputs digital, l'option 3 pour des inputs ou outputs analogiques, l'input 4 pour des inputs ou outputs de groupe, concept que nous découvrirons un peu plus tard, et l'option 5 pour des inputs ou outputs au niveau du robot. Donc ce sont des variables globales, encore une fois, notion que nous explorerons plus tard. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'option 2. Donc on tape 2 et voici le panneau qui devrait vous être suggéré. Donc, j'ai le choix entre des DI, des Digital Input, ou si j'appuie sur F3, des DOut, des Digital Output. Donc, pourquoi est-ce que les Digital Input ou Output nous intéressent aujourd'hui? Parce que ces entrées ou ces sorties peuvent permettre au robot de contrôler plusieurs actuateurs ou plusieurs objets avec lesquels notre robot doit collaborer dans la cellule robotique. Les pinces que nous avons insérées sur notre robot en sont un parfait exemple. En fait, dans la cellule robotique que nous avons en classe, la sortie DO0 permet d'ouvrir ou de fermer les pinces de notre robot. Donc, ce que nous allons faire ici, dans la colonne SIM, présentement, nous voyons un U. C'est pour signifier que cette sortie-là n'est pas initialisée, n'est pas simulable présentement. Donc, nous allons appuyer sur Simulate et à partir de ce moment, nous allons être capable de venir mettre cette sortie soit à On, soit à Off à l'aide de cette interface ici. Donc, disons que quand notre sortie est off, les pinces sont fermées. Quand notre sortie est non, disons que quand notre quand notre sortie est off, les pinces sont ouvertes. Quand notre sortie est on, les pinces sont fermées. Ça va? Donc laissons-les off pour l'instant. Même principe au niveau de nos digital input. Donc si j'appuie sur F3 pour tomber en input, on voit ici que j'ai permis la simulation de deux inputs, DI1 et DI2. Donc, tout comme pour les outputs, je peux jouer sur leur état comme bon me semble. En appuyant sur Edit, on retourne à l'intérieur de notre programme. Donc, ce que nous voulons faire ici, c'est une petite routine, une sous-routine, pardon, que nous allons pouvoir appeler et qui va nous permettre de simuler l'ouverture et la fermeture des pinces du robot. Évidemment, pour des raisons que nous avons mentionnées dans notre dernière vidéo, soit le fait que l'animation visuelle d'objets comme notre gripper ici doit être fait en VBA et que notre cours est concentré sur le TPP, nous ne verrons pas vraiment les pinces s'ouvrir et se fermer, mais cette sous-routine-là va plutôt nous permettre tout à l'heure de présenter une autre instruction, l'instruction call. Donc une instruction call ou un call permet à l'intérieur d'un programme particulier de faire appel à un autre programme pour exécuter une tâche précise. Dans ce cas-ci, cette tâche précise sera de fermer ou d'ouvrir la pince. Donc open end nous permettra d'ouvrir la pince. Pour ce faire, il faut mettre un 0 sur, pardon, pour ce faire, il faut mettre un 1 sur sur le digital output qui nous intéresse. Donc voici ce que nous allons faire. Nous allons, en appuyant sur Next, jusqu'à ce que nous tombons sur Insert, appuyer sur F1, et à partir de ce moment, nous voulons l'option 2, les inputs et les outputs. Donc, on va appuyer sur 2. Voici les différents inputs et outputs qui sont à notre disposition. Donc, digital output, robot output, R, c'est un registre à l'intérieur de notre contrôleur, global output ou group output, analog output, etc. Si je passe à la page 8, on voit que nous avons d'autres choix. Donc, je vais réappuyer sur 8 pour revenir à notre page d'origine. Donc, moi, je veux un digital output. On va choisir l'option 1.
Donc, ce digital output, c'est le digital output 1, si je ne me trompe pas. Allons vérifier, c'est bien ça. Pardon, c'est bien ça. C'est le digital output 1 qui m'intéresse. C'est celui que j'ai simulé. Donc, le digital output 1, donc on va écrire 1, Enter. On veut qu'il soit égal à 1. Parfait. Ou plutôt à on. Je suis peut-être allé un peu vite. Laissez-moi retourner là-dessus. Donc, si je fais choice, on voit que j'ai plusieurs choix. Donc, je peux donner une impulsion, je peux le mettre à on ou je peux le mettre à off. Donc, on va le mettre à on, enter. Notre premier programme est fini. Donc, tout ce que le programme OpenHand fait, c'est que quand on l'exécute, il va mettre le digital output 1 à on. Donc, retournons dans notre liste de programmes. Faisons un create et cette fois-ci, créons un nouveau programme qui va s'appeler close hand. 1, 2, on va l'appeler CL close. Voilà. On va ajouter un underscore et un H pour boucler le tout. Enter, Enter. Donc, si vous avez bien compris la logique tout à l'heure, next, commande, on va rajouter des lignes. Donc, disons 3 lignes, Enter. Et cette fois-ci, tout comme tout à l'heure, on veut insérer quoi? On veut insérer des entrées ou des sorties. Donc, l'option 2, toujours des digital output. On veut influencer ou manipuler le digital output 1 et cette fois-ci, on veut mettre cette sortie à off. Parfait. Donc, cette routine nous permettra de fermer, la main du robot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauver close hand dans ma cellule robotique en TP. Super. Ah, il faut d'abord éteindre le pendule. Donc, je vais sauver close hand dans ma cellule en TP. Super. Je vais aussi sauver open hand dans ma cellule en TP. Parfait. Donc, maintenant, ce que nous allons faire dans cette cellule, nous allons simuler un programme qui, à partir d'une position de repos, s'approche du bloc, ouvre la pince, descend vers le bloc, ferme la pince, se redégage pour aller le positionner à un endroit plus éloigné. Donc, une séquence standard que vous pouvez avoir à programmer en robotique pour aller ramasser un bloc. Cette séquence va nous permettre de reviser comment enseigner une position à un robot, nous permettre de réviser les concepts de position de repos, position d'approche et nous faire découvrir l'instruction call qui nous permet, à partir d'un programme en particulier, d'appeler un sous-programme. Donc, select, create, on va appeler ce programme-ci, c'est pickup, puisque il nous permet de ramasser. Donc, P, I, excusez-moi, C, K, pick.
underscore. Hop. Parfait. Enter. Enter. Super. Donc, première chose ici, encore une fois, nous allons insérer des lignes. Enter. On va commencer par une vingtaine. Enter. Parfait. Donc, on va se laisser un peu d'espace. Je vais commencer, tiens, à la ligne 3. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est enseigner une position de repos à mon robot. Donc, retournons voir comment était configuré notre uTool. Voilà, Edit uTool, parfait. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que en utilisant le uTool, je vais repositionner mon robot dans une position qui me semble être intéressante pour une position de repos. Le message d'erreur qui vient d'apparaître m'indique que le robot n'est pas capable de se rendre à la position que je lui ai spécifiée. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est lui donner une autre position de repos. Ah, on va allumer le pendule, enlever l'erreur et laisser le robot essayer de se déplacer à sa nouvelle position. Limite erreur, d'accord, capricieux. Voilà. Donc, ceci semble être une position de repos intéressante. Parfait. Donc, nous allons aller enseigner un nouveau point. Cette position de repos-là, puisque nous ne sommes pas en danger de cogner n'importe quel objet, on va y aller en mode joint continue, 100%. Il faut allumer le pendule, évidemment, excusez-moi. Donc, point, 100% continue joint, enter. La première position est enseignée. À partir de cette position, nous allons nous approcher de notre bloc. Donc, voici, excusez-moi. Donc, je vais juste faire réapparaître mon uTool. Bon. On va prendre notre Y. On va le bouger au-dessus de notre bloc. Parfait. Pour essayer d'avoir une position d'approche intéressante. Encore un peu. Voilà. Comme j'ai spécifié la dernière fois, la robotique demande de la minutie et de la patience. Donc, voilà. Donc, ceci semble être une position d'approche quand même intéressante. On va avancer un peu. D'accord. Donc, on va enseigner cette position-là. Encore une fois, de mon point P1 ici au point P2 que je vais enseigner tout de suite. On peut se déplacer de manière jointe, sauf que cette fois-ci, je vais y aller avec un find parce que je veux être sûr que mon robot va s'arrêter exactement au point dans l'espace que j'ai défini et non dans une zone autour de ce point-là. À partir de ce moment, nous voudrions nous assurer que les pinces de notre robot, si elles ne sont pas déjà ouvertes, s'ouvriront. Donc, nous allons faire appel à la fonction call qui permet d'appeler un programme, un autre programme déjà existant dans notre pendule. On passe le contrôle à ce programme-là, il exécute ses commandes pour ensuite redonner le contrôle
au programme actuel, donc au programme Pickup. Donc pour insérer une instruction, comme l'instruction call, on va sur Next, Insert, l'option 6, Call, donc 6, Call Program, donc c'est un Enter, et ici on voit une liste des programmes qui sont disponibles. Donc celui qui va m'intéresser, c'est le programme OpenHand, pour être sûr que, rendu à ma position d'approche, j'ouvre la pince avant de descendre sur le bloc que je veux ramasser. Enter, et voilà, Enter. Une fois que ça c'est fait, mais on veut maintenant descendre à notre position, descendre à la position du bloc avec les pinces ouvertes pour le ramasser. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais, en utilisant mon U-Tool encore une fois, descendre sur mon bloc. Parfait. On va le positionner, pardon. On va le repositionner comme il faut. Parfait. Donc, voici la position dans laquelle j'aimerais me trouver pour ramasser mon soi-disant bloc. Peut-être encore un peu. Encore un peu. Parfait. Évidemment, sur le vrai robot, tous ces positionnements devraient être faits en utilisant les différents modes du robot. Donc, soit le référentiel World, soit le référentiel Tool pour UTool, pour l'outil, soit le référentiel User pour le référentiel de travail. Parfait. Donc en simulation, on a un peu plus de facilité grâce aux objets graphiques. Donc, ici, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais enseigner cette nouvelle position. Donc, on retourne sur les points. Et cette fois-ci, j'aimerais descendre de manière linéaire et find pour atteindre exactement la position désirée. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je veux me redégager, je veux fermer la pince, pardon. Donc, on va refaire appel à l'instruction call, l'option 6, l'option 1, call program. Et quel programme est-ce que je veux appeler cette fois-ci? Close hand. Donc, close hand, enter, enter. Une fois que ma pince a été fermée, ben, je veux me redégager, donc retourner en position 2. Pour ce faire, on va insérer un point de manière linéaire toujours, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un nouveau point 4 qui est créé, puisque je veux retourner à la position 2, je vais tout simplement rentrer à l'intérieur de mon point et changer le 4 pour un 2. Mais avant de le faire, vous remarquez que j'ai deux A commercial ici, devant ma ligne 6 et devant ma ligne 8, ce qui signifie que présentement, le point 3 et le point 4 ont exactement les mêmes coordonnées. Donc, je vais changer ça parce que, après avoir fermé mes pinces, je vais retourner à la position 2, qui est ma position d'approche. Donc, on va mettre un 2 et Enter. On voit que le point, pardon, oui, on voit que le A commercial vient de disparaître. Donc, si on veut voir à quoi notre programme ressemble pour l'instant, donc on va faire un Shift Forward pour l'exécuter. Shift Forward. Parfait. Donc, à partir de notre position de repos, on s'approche. On a
ouvert les pinces, on a fermé les pinces et on retourne à la position 2. Encore une fois, les pinces ne s'ouvrent pas et ne se ferment pas dans notre cellule virtuelle, mais sur le vrai robot, le fait de mettre à 1 le digital output 1 ou de le mettre à 0 va effectivement ouvrir et fermer la pince. Ici, on a vu ce qu'on appelle un mode d'exécution continue, mais il y a d'autres modes qui existent. Une exécution pas à pas, où on peut voir étape par étape ce que le robot va exécuter ou quelle est la prochaine commande à être exécutée par le robot. Si vous regardez le carré vert qui est présentement éteint ici, je vais appuyer sur le bouton Step et il vient de s'allumer. Donc, il vient de s'éteindre, il vient de s'allumer, juste ici. Il vient de s'éteindre, il vient de s'allumer. Quand je suis en mode stop et que j'exécute mon programme, il s'exécute une ligne à la fois. Donc, je garde mon shift enfoncé et je fais forward. Qu'est-ce qui vient de se passer? Une ligne de code vient de s'exécuter. Sur cette ligne, il n'y avait rien du tout, alors il n'y a rien du tout qui se passe. J'appuie forward une autre fois. On est rendu à ma troisième ligne. La prochaine fois que je vais appuyer, ma troisième ligne va être exécutée. La ligne qui devrait me renvoyer à ma position 1, à ma position de repos qui se trouve juste ici. Donc forward, voilà, je retourne à ma position 1. Ensuite, je devrais aller à ma position 2. Je vais à ma position 2. J'ouvre mes pinces. Donc, on vient de voir ici quelque chose d'intéressant. Je suis sorti de mon programme Pickup. Mon programme Open Hand a été appelé. Donc, le code de Open Hand a été loadé à l'écran. On va voir que je vais mettre à 1 ou à on mon digital output 1. Parfait. On exécute les 10 lignes, évidemment. On frappe le end et le programme Open Hand repasse le contrôle à Pickup à la ligne suivante. Donc, la prochaine fois que j'appuie, je devrais aller à la position 3, qui est la position de mon bloc, avec les pinces ouvertes. Parfait. Une fois en position, on donne un autre coup. Notre programme appelle Close Hand. Donc, on passe le contrôle à Close Hand et Close Hand est chargé à l'écran. On exécute la commande qui est de mettre à off ou d'éteindre la sortie Digital Output 1. Parfait. Ce sous-programme repasse le contrôle à notre programme principal Pickup qui lui va exécuter sa prochaine instruction qui est de retourner à la position d'approche. Parfait. Donc, à partir de cet instant, je pourrais continuer ma séquence et envoyer mon programme et envoyer mon robot où bon me semble. L'envoyer déposer le bloc ailleurs sur ma table. Mais je vais profiter de cette occasion pour vous présenter une nouvelle instruction ou une nouvelle combinaison d'instructions, l'instruction jump et l'instruction label. Donc, ce que je vais préalablement faire, c'est que je vais aller placer un label au début de mon programme. Donc, comment placer un label? Un label, en fait, c'est une étiquette. C'est un mot, une chaîne de caractères qu'on place dans notre code. Et avec l'instruction Jump to Label, on va pouvoir donner la commande à notre contrôleur de changer la séquence d'exécution du programme et de la redémarrer à partir du label, à partir de l'étiquette qu'on a mis dans le code. Donc, c'est une façon très très simple de créer une boucle en TPP. Une image vaut 1000 mots, donc allons-y. On va aller dans le menu Insert, on va choisir JMP Label pour Jump Label, c'est l'instruction 5. On va choisir l'option 2, Label. Et ces labels-là, on peut les numéroter. Donc, c'est ma première label, mon premier label, je vais l'appeler 1, Enter.
Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la fin de ma séquence ici et je vais insérer encore une fois l'option 5, mais cette fois-ci, je vais insérer un Jump to Label, l'option 1. Et je veux sauter à quel label? Je veux sauter au label 1. Donc, si j'enlève le mode step et que je remets mon programme en continu, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que mon robot va tourner en boucle. Chaque fois, il va partir de sa position de repos pour aller à l'approche. Il va ouvrir la pince, il va ramasser le bloc. Ensuite, le Jump to Label 1 va le renvoyer au début de sa séquence. Au début de sa séquence, où il va retourner en position 1, ensuite refaire une approche, ouvrir la pince, aller au point, fermer la pince, ainsi de suite. Peut-être pour éviter... Non, c'est ça. Donc, une image volume mot, allons-y. Shift, forward, enter, let's go. On va enlever l'erreur. On va le démarrer. Voilà. Donc, c'est bon. On va ramasser le bloc. On ferme la pince. On retourne à l'approche. L'instruction Jump to Label nous renvoie à notre position 1 et on continue. Donc, notre programme va tourner comme ça, finalement, indéfiniment, tout simplement. Donc, voici comment on configure une boucle avec un label et un jump to label numéroté avec le chiffre correspondant au label où je veux faire sauter mon programme. Évidemment, c'est un peu ennuyant ici. Moi, j'aimerais que mon robot soit capable d'effectuer différentes tâches. Basées sur quoi? Basées à différents inputs que je lui fournis. Donc, on va arrêter cette séquence et on va aller revoir nos inputs quelques secondes. Donc, dans nos digital inputs, on a vu que j'en ai activé 2 tout à l'heure. En faisant quoi? Si on ne se rappelle pas, si on va dessus, on peut les désactiver ou les activer. Et une fois qu'ils sont activés avec un S pour simulate, ça les rend disponibles pour être forcés à on ou forcés à off. Donc, ce que je veux faire ici dans ce programme, c'est que basé sur l'état de mes 2 inputs et sur une structure de décision, sur un if, je vais décider est-ce que mon robot continue à tourner en rond et à ramasser le bloc ou est-ce qu'il va aller le déposer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste ici et on va s'insérer quelques lignes. Donc, insert, disons, 3 lignes. Enter. Donc, à ces 3 lignes-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test. Je vais tester mon digital input 1. Si le digital input 1 est à on, qu'est-ce que je veux faire? Je veux continuer à ramasser et déposer mon bloc. Par contre, si le digital input 2 est à 1, je veux sauter à un nouveau label, ce label-là indiquant le début de la séquence de dépôt. Donc, ce deuxième label, je vais aller l'installer tout de suite ici. Donc, insert, label, 5, label, c'est 2, et on va l'appeler label 2. Parfait. Maintenant, notre fameuse structure de décision. Donc, je vais la mettre juste ici. Insert, c'est un if. Donc, dans 3, on me dit si quelque chose est égal à la valeur que je donne.
ou si quelque chose est différent de la valeur que je donne. Donc, un signe plus petit, un signe plus grand, face à face veut dire différent. Si la valeur que je donne ici est plus petite que la valeur que je donne là, que ce que je vais exécuter. Si la valeur que je donne ici est plus petite ou égale à celle que je donne là, que ce que je vais exécuter. Si je suis plus grand que la valeur ici, si je suis plus grand ou égal que la valeur de l'autre côté, et ainsi de suite. Le select est une variation du if. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va se concentrer tout simplement sur le select, sur le if, pardon. Nous reviendrons au select à un moment ultérieur. Donc, je vais choisir l'option 1 pour aujourd'hui. Enter. Donc, if, quel est le type d'adresse ou quel est le type d'information que je veux tester? Moi, je veux tester un digital input. Donc, c'est l'option numéro 3. Ce digital input là, c'est lequel? Le digital input 1. S'il est égal à quoi? S'il est égal à 1. Donc, si mon digital input est on, qu'est-ce que je veux faire? Je veux sauter au label numéro 2. Label numéro 2 qui va marquer le début de ma séquence de dépôt. Si jamais cette condition-là n'est pas vraie, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter la ligne suivante qui fait quoi? Qui me ramène au label 1. Donc, je vais tourner en boucle ici tant aussi longtemps que le digital input 1 n'est pas 1. Donc, ici, on va mettre 1, 2, Enter, et on va aller continuer notre séquence de dépôt juste ici. Donc, la séquence de dépôt. La séquence de dépôt consiste, une fois qu'on s'est dégagé, je crois bien, quelle est la dernière chose qu'on fait ici? On ferme la main, on se dégage. Donc, une fois qu'on s'est dégagé, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aller un peu vers la gauche. La position n'est pas atteignable. Donc 2 secondes. On va trouver une position un peu plus atteignable. En fait, pour éviter d'avoir toujours des messages d'erreur, ce que vous pouvez vérifier très rapidement, c'est ce petit bouton ici. Show Hide Work Envelope. Donc l'enveloppe représente quoi? L'enveloppe représente la zone accessible au robot. Donc tant que vous vous trouvez dans cette zone-là, théoriquement, votre robot est capable d'atteindre les points qui vous intéressent. Évidemment, il y a des restrictions mécaniques à cause des différents joints, mais c'est un bon indicateur de la position ou des positions que vous pouvez et ou ne pouvez atteindre. Donc, on va juste se rapprocher. Parfait. Et enlever notre enveloppe. Donc, on va s'éloigner encore un peu par contre. Allez. Donc, on se dégage. C'est notre nouvelle position d'approche. Donc, insert. On peut y aller de manière jointe. Jointer fine parce qu'on veut être précis. Excusez-moi. Donc, joint et fine parce qu'on veut être précis. Et à partir de là, on veut déposer notre bloc sur la table. Évidemment, encore une fois, il n'y a pas d'animation de bloc. Je vous demande d'avoir un peu d'imagination. Donc, on a déposé notre bloc sur la table. Parfait. Donc, on va enseigner cette nouvelle position. Point. Ici, on veut y aller en linéaire et en fine. Parfait. Une fois que c'est fait, on veut se redégager avant de retourner à notre position de
avant de retourner à notre position de repos. Donc, je vais me dégager. Donc, je vais enseigner un point linéaire find, sauf que ce point-là va correspondre à la position 4. Enter. Et une fois que tout ça est fait, ben, on ne veut pas que le programme finisse. On veut... Oh, qu'est-ce que je fais là? Ben, ce serait peut-être une idée d'ouvrir les pinces. Donc, position 4, position 5. À la position 5, on ouvre les pinces. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller insérer une ligne. Et ici, on va aller faire un call program. Et que ce qu'on va appeler, on va appeler open hand. Et voilà. Donc, on ouvre la pince et ensuite, on se dégage. Et après s'être dégagé, qu'est-ce qu'on veut faire? Comme j'ai indiqué tout à l'heure, on ne veut pas que le programme finisse, mais on veut plutôt retourner au départ pour aller rechercher un nouveau bloc et le replacer si jamais le DI1 se trouve dans le bon état, on ou off. Donc ce que je vais faire ici, on va insérer encore une fois un jump, donc 5, mais on va sauter où? On va aller à un label. Quel label? Le label 1, celui qui nous renvoie en début de programme. Ah, pardon, excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais faire du tout. C'est un jump to label qu'on veut insérer. Et on veut sauter à quel label? Au label 1. Voilà. Parfait. Donc, allons juste vérifier notre digital input 1. Donc, finalement, je n'ai pas utilisé le 2. Je vais le désactiver. Lui, si on le laisse à off, on va continuer à tourner, donc ramasser notre bloc, déposer notre bloc, ramasser notre bloc, pardon, ramasser notre bloc, le redéposer au même endroit, ramasser notre bloc, le déposer au même endroit. Quand on va mettre nos digital input 1 à on, on va ramasser notre bloc et on va aller le déposer à la nouvelle position. Donc, roulons-le avec le digital input off en premier lieu. Donc, edit, shift, forward. Allons-y. Parfait. Donc, on est retourné à la position de repos, l'approche. On ouvre la pince, on va chercher notre bloc. On ferme la pince, on se dégage. On retourne à la position de repos. On revient à l'approche. On ouvre la pince. On va au bloc. On ferme la pince. Ainsi, donc, on va tourner comme ça indéfiniment, finalement. Indéfiniment jusqu'à quand ou jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que quelqu'un ait l'aimabilité de nous envoyer l'état logique que nous attendons sur l'entrée logique qui nous intéresse. Donc, je vais arrêter ça. Je vais aller dans mes inputs et je vais le mettre à on. Et puis, nous allons redémarrer ou continuer la séquence. Et qu'est-ce qui va se passer? On devrait normalement s'en aller exactement. Déposer notre bloc. Donc on approche, on va au point, on ouvre la main, on se dégage et on devrait retourner en position de repos, aller chercher un nouveau bloc et le redéposer à la position P5.
Parfait. Donc, dans ce deuxième vidéo sur la manipulation et l'utilisation du logiciel RoboGag, nous avons vu comment sauver une cellule robotique et son contenu afin de pouvoir la réutiliser pour créer un nouveau programme, comment sauver le programme contenu dans un teach bundle virtuel en .tp et en .ls, la différence entre ces deux types de fichiers. Nous avons vu comment appeler un sous-programme en utilisant l'instruction call et quelle était la relation entre un programme principal et un sous-programme. Nous avons vu à quoi servait l'instruction label, l'instruction jump et comment utiliser l'instruction if pour prendre des décisions. Et voilà, à la prochaine.